Déjà bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors pour me présenter, je m'appelle Marianne, mon surnom ou en tout cas mon nom d'artiste c'est, Moula Kosé, ça veut dire, merci en Kinyarwanda, on va dire phonétique pour qu'on le prononce bien. Il y a plus non, presque 7 ans, j'ai créé un blog www.moulakosé.com qui est né en fait d'une fracture, dans ma vie qui a été, se réaliser et rendre compte qu'après une maladie, la détection de 2 maladies auto-immunes, un lupus et le syndrome de Paris-Ronberg, qui fait que j'ai un visage asymétrique, je me sentais, au bout de ma vie. J'avais l'impression que j'étais au fond, au fond, au fond du trou et je me suis dit: «Comment je pourrais redonner sens à ma vie?» Et donc du coup, j'ai créé ce blog qui est une tentative citoyenne de parler de sujets qui sont souvent issus de la marge, dont on ne se rend pas forcément compte, mais qui font partie de notre société. Et donc, je parle de handicap, je parle de féminisme pluriel en tant que personne handicapée, noire, et en tant que personne aussi qui a été adoptée. Parce que j'ai été adoptée par un couple belgo-rwandais et moi je suis congolaise. Et donc c'est un faire-famille qui existe depuis des décennies et des décennies, mais dont on parle très peu. Et c'est montrer, oui, cet aspect-là du vécu et des narratifs de personnes lambda. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la vie des personnes en situation de handicap et racisées. Déjà la première question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu as l'impression que les gens te traitent différemment de premier abord? Est-ce que j'ai l'impression qu'on me traite différemment? En fait, ça dépend. Je trouve que les choses sont pas, noires ou blanches. Les choses sont toujours plurielles. Je dirais du haut de mes 33 ans, il y a un peu, ce truc, il y a différentes réactions que j'ai pu, constater. Il y a d'abord les personnes qui ne s'en rendent même pas compte, en fait. Ça se voit, par exemple, à une amie, avec qui j'ai été en secondaire. J'ai rencontré sa maman, et sa maman, au bout de la 5 ou sixième fois, elle a dit: «Mais tu m'as dit qu'elle avait 2 pouces, mais j'ai toujours pas vu moi. Elle parle avec ses mains et cetera, donc je m'en rends même pas compte, en fait». Et c'est vraiment à un moment donné qu'elle s'est dit: «Ah oui, OK, j'ai vu». Mais c'était pas un élément, ça faisait pas partie, en fait, de la rencontre et donc elle l'avait même pas, plus que ça, remarqué. Donc il y a des personnes qui le remarquent pas du tout. Il y a des personnes qui sont curieuses, mais c'est une curiosité, je dirais, saine. C'est dans le sens, voilà, je l'ai remarqué, donc autant pas faire comme si, on n'avait pas vu, l'éléphant dans la pièce. Et donc on en parle vite fait, on situe, elle me demande: «Quels sont tes besoins? Est-ce que tu as besoin de quelque chose ou quoi?» Et puis voilà, les choses, continuent. Il y a aussi des personnes qui sont plus intrusives, où là, j'ai l'impression d'avoir un interrogatoire. Est-ce que tu sais faire ça? Est-ce que tu sais faire ça? Est-ce que tu sais tenir des couverts? Est-ce que tu sais lasser tes chaussures? Est-ce que à prouver que je suis bien humaine, comme si j'étais pas encodée comme les autres personnes. Et puis il y a des personnes qui me lisent comme si j'étais mystique en fait. Et donc il y a soit comme si j'étais personne touchée par les divinités, les dieux, etc. Et donc là, elles auront tendance à faire le signe de croix en me voyant ou à carrément venir me toucher en me disant que Dieu te garde, etc., etc. Ou soit ont un dégoût et donc vont s'écarter de moi, voire vraiment pas me toucher, comme si j'étais contagieuse et que j'avais été touchée par le diable, le mauvais esprit, la sorcellerie, etc. Voilà, je dirais que c'est un peu les différentes réactions que j'ai. Je voulais te demander comment ça t'affecte les réactions par rapport à ta situation? Alors, je dirais que maintenant que je suis trentenaire et que je suis bien dans mes baskets et que je sais qui je suis, comment je suis et que en fait, je pense qu'on ait un handicap ou pas handicap, au niveau existentiel, il y a encore des personnes dans l'espace public, face à des inconnus, ont le sentiment qu'elles doivent prouver quelque chose. Et moi, je suis pas à ces étapes-là de ma vie. J'ai l'impression que je dois pas prouver que je suis humaine, en fait. Et après, tu me lis comme tu me liras, mais moi, j'ai pas à prouver que je suis humaine. Je le sais et je le sens. Mais plus jeune, je dirais quand je suis arrivée en Belgique, parce que je suis arrivée en Belgique à 4 ans et demi, j'ai été adoptée à 4 ans et demi.
et j'étais dans un village où on était dans, allez, la campagne liégeoise. On était une famille avec des personnes noires, des personnes métisses, des personnes blanches, et donc on était un peu le, l'exotisme dans le village. Et donc là, il y avait un côté où tout le temps, j'étais scrutée, quoi. Tout le temps, et je tirais sur mes manches, je voulais m'effacer. Et j'étais beaucoup protégée par mes frères et sœurs et par mon père. Et donc là, du coup, là, j'avais besoin d'une protection. Et vraiment, le shift s'est fait quand j'ai perdu mon père adoptif à 9 ans et demi. Je me suis dit, il n'est plus là pour me protéger, il n'est plus là pour me dire, me réconforter après une énième agression verbale ou même physique. Et donc, du coup, il va falloir que tu sois là pour toi. Il va falloir que tu veilles sur toi, il va falloir que tu t'embrasses, il va falloir que tu te défendes. Et donc, c'est à partir de 9 ans et demi que je me suis dit, OK, il faut y aller maintenant. Et c'est un peu fake it until you make it. J'ai fait semblant, et à force de faire semblant d'être là pour moi, bah, je l'ai vraiment été pour moi. Donc voilà. Ça a été un processus. Un entraînement. Ouais. Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner pour se respecter, pour ne pas se dévaloriser, pour ne pas penser qu'on vaut moins que les autres, même si les autres ont tendance à sous-entendre ça, puisque derrière la lecture du handicap en tant que société, il y a ce truc de t'es moindre, puisque end in cap, ça vient de là, c'est en anglais, et donc l'idée, c'était un jeu où on se partageait et on se jetait quelque chose, et la personne qui, quand on arrêtait le jeu, était du coup, avait un gage, avait le fardeau, etc. Et donc, end in cap est devenu handicap. Et donc, il y a ce truc de t'es un fardeau. Et non, je ne le suis pas. Et donc, c'est cet entraînement que j'ai acquis avec le temps. Pour résumer un peu, tu dis que lorsque tu étais plus jeune, tu pouvais le prendre d'une certaine manière, mais que depuis le décès de ton père, tu as décidé de te protéger toute seule. Mais du coup, est-ce que tu veux dire que ça ne te touche plus, ou plutôt que tu n'y accordes plus autant d'énergie émotionnelle? Je pense que j'y accorde pas autant d'énergie émotionnelle. Je ne me dis pas aussi. En fait, souvent, quand quelqu'un me dit quelque chose, une insulte, m'agresse, essaye de me toucher alors qu'il n'y a pas le consentement, parce que ça aussi, dans l'espace public, quand il y a une personne handicapée, on a souvent tendance à vouloir lui tenir le bras, etc. Où il y a un côté très vite tactile, alors que t'as pas forcément, tu le dis pas, et les gens ont tendance à le sous-entendre très vite. Et c'est dérangeant, moi qui suis pas du tout tactile. Ça m'ennuie, ça m'énerve. Mais j'y accorde moins parce qu'en fait, je me dis, ça dit plus de lui que ça dit de moi, en fait. Et donc, je ne vais pas me pourrir la vie, en faire tout un pataquès et un pataquès de ma journée parce que, en fait, ça dit plus de lui que de moi. Ou de elle aussi. Voilà. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Même si, évidemment, ça fait jamais plaisir. Il y a même des fois, quand j'ai l'énergie, je remets les personnes à leur place, je remarque, etc. Parce que j'ai tendance à quand même à faire des remarques ou à dire quelque chose, parce que je me dis, j'ai pas envie que pour la prochaine personne en situation de handicap que il ou elle croise, ils se permettent de refaire ça. Parce que moi, ça n'a pas tant d'incidence dans ma vie de manière existentielle, mais j'ai pas envie que pour peut-être une autre personne, ça prenne vraiment le lead et que ça crée un trauma, que ce soit pesant. Et donc, je me dis, si moi, je le fais, peut-être qu'à la prochaine personne, ils seront moins rudes, moins agressifs, moins insultants envers une autre personne. Mais est-ce que des fois, tu penses que ça pourrait être bien d'éduquer les gens vis-à-vis de ce que tu vis pour corriger certains comportements? Oui, oui. Mais le blog, c'est ça aussi, hein. C'est partager des ressources pour éduquer, sensibiliser, mettre le sujet sur la table, arrêter de faire croire qu'on ne sait pas, et enfin se dire, bah, je ne sais pas, mais j'apprends. Et c'est une ressource gratuite aussi. Et ouais, le blog, c'est ça, c'est de la pédagogie, pour que peut-être il y ait moins d'agression. On t'a sûrement déjà posé la question, mais dans certaines situations, être la seule personne en situation de handicap ou racisée t'oblige à devoir éduquer les autres. Mais tu vois ça comme un devoir ou un fardeau? Non, je le vois pas comme un fardeau, parce que je le fais quand j'ai l'énergie, quand j'ai envie.
si j'ai pas envie. Je suis vraiment quelqu'un qui se force pas, hein. Si je suis quelqu'un qui est assez solitaire, je dis souvent que je suis une solitaire mais sociable. Et donc, du coup, j'ai les codes et je sais interagir avec les personnes. Mais quand j'ai décidé que c'était pas mon jour, bah, je serai quelqu'un qui va. Donc, voilà. Donc, non, c'est pas un fardeau. C'est juste quand j'ai l'énergie, je le fais. Quand je l'ai pas, c'est pas grave. Au pire, il y a le blog. Et du coup, est-ce qu'il y a des difficultés particulières que tu rencontres étant à la fois une personne en situation de handicap et noire? La minimisation de mes douleurs. On a tendance à pas forcément croire, à croire que j'exagère, que je suis à forme infantilisée, à croire aussi que je suis agressive aussi par essence en tant que femme noire. En fait, comme si la douceur était que pour certaines personnes et pas pour d'autres, que pour ce côté veiller, être dans le care réellement, dans l'écoute active et traiter la personne que tu as devant toi comme ton allez, de pair à pair. C'était pas pour tout le monde en fait. Et moi qui ai depuis toute petite, puisque j'ai eu des rectifications d'amputation, des problèmes divers et variés à cause de maladies, etc. Donc je suis toujours dans le milieu médical et c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui est assez lourd et pesant, comment la lecture d'un corps se fait au-delà de nous, en fait. Et donc l'attitude du praticien ou de la praticienne peut être assez froide, assez déshumanisante. Et ça, quand t'es petite, parce que j'ai été opérée à 6 et 7 ans, tu te dis waouh, quoi. Pourquoi on est si dur, quoi. Comme si 6 ou 7 ans, parce que tu es une personne noire, bah déjà tu es adulte et donc on peut être très cash, très froid avec toi, alors que comme tout enfant de 6 ou 7 ans, bah, tu as envie qu'on soit doux avec toi et qu'on soit patient et qu'on prenne le temps en fait de te rencontrer. Et donc ça a été assez dur. Et aussi, à l'inverse, comme dans la communauté africaine ou afrodescendante, dans les diasporas, je trouve qu'il y a un côté où on parle très peu du corps qui est accidenté, du corps qui peut être malade, du corps qui a des besoins spécifiques, comme si en fait on avait tellement intériorisé qu'il fallait prendre sur soi que du coup ces personnes-là, elles devaient garder ça en silence, quoi, je veux dire. Et c'est vraiment un côté, je trouve des fois, débrouille-toi, quoi. Et donc du coup on a du mal à le dire. Du mal à dire quand on a mal, quand on doit prendre nos traitements, quand les traitements sont lourds, etc. Je trouve que je l'ai vécu avec une de mes sœurs, où quand j'ai appris pour mon lupus, qui est une maladie auto-immune où tu crées trop d'anticorps et donc du coup tu t'attaques toi-même. Et quand je lui ai dit, ah, j'ai enfin le diagnostic, et je lui ai dit ce que c'était, elle me dit, oh, ça va alors, c'est bon. Genre, maintenant que tu as le diagnostic, c'est bon, allez, on passe à autre chose, quoi. Je vois que c'est encore difficile pour elle de comprendre les douleurs chroniques, d'avoir de l'empathie, etc. Et je lui en veux pas, parce que je sais qu'il y a un côté au niveau communautaire où il y a ce truc de prends sur toi, quoi. Envers et contre tout, prends sur toi. Et je trouve que oui, il y a un côté où, au niveau communautaire, il y a un travail intrinsèquement à faire pour avoir de la douceur envers soi-même et envers les autres aussi de la communauté. Être plus doux. Et doux, ça ne veut pas dire ne rien faire, ça veut juste dire prendre conscience qu'on n'est pas toujours opérationnel, et ça ne veut pas dire qu'on est moindre que l'un ou l'autre, c'est juste que voilà, c'est le corps, et le corps a ses rythmes, et ça à respecter, quoi. Est-ce que tu penses que ce que tu viens de décrire au niveau de la communauté noire diaspora s'applique sur d'autres domaines? Est-ce que tu penses que cette idée de devoir prendre sur soi est finalement globale? Donc au-delà du handicap, mais sur la santé mentale, la santé au travail, etc. Ouais. Oui, si. Si. Je trouve que c'est comme si c'était dans l'ADN, quoi, je veux dire, de la communauté. C'est que pour exister en Belgique, ben, il faut que tu prennes sur toi, quoi. Malgré les agressions, malgré les insultes, et malgré les humiliations, il faut prendre sur toi. Il faut que tu sois le bon noir, en fait. Il faut que tu restes à ta place. Il faut que tu veilles à être l'exception,
parce qu'il y a ce truc du plafond de verre, etc. Mais moi, j'y crois pas du tout. Mais en même temps, tout en restant à ta place, quoi. Et qu'au niveau communautaire, il faut pas que tu en demandes trop, parce que en demander trop, ça veut dire que tu es quelqu'un qui est faible, qui n'a pas d'endurance, qui peut pas, qui était trop vulnérable. Alors que, en fait, pas du tout. Oui, il me manque des doigts, mais en fait, ça ne dit en rien que je suis moins que quiconque qui a 10 doigts, quoi, je veux dire. Et, euh, et donc, du coup, la personne en situation de handicap aura tendance à vouloir toujours prouver. Toujours prouver. Et je le vois bien. Moi, je suis quelqu'un qui se couche très tard. Très, très tard. Parce qu'elle se dit toujours, il faut que je fasse plus. Toujours plus. Et c'est que maintenant, à 33 ans, que maintenant, je me mets des alarmes pour aller dormir, quoi. Parce que je dis, t'as assez fait, quoi. C'est bon, arrête de prouver. T'as assez fait. Donc, ça t'affecte aussi dans ta manière d'agir socialement, ou comme tu as dit tantôt, tu as appris à faire la part des choses vis-à-vis de la réaction d'autrui. Oui, au niveau éducation, je veux pas mentir, oui, c'est dans mon ADN aussi. D'être une surfemme, d'acquérir toujours les bons codes et montrer que j'ai bien assimilé les choses et montrer que je parle bien français, etc., quoi. Et en plus, c'est que je sais bien manger avec les couverts parce que quand tu es en situation de handicap ou handicapé, c'est ce truc où les trucs du quotidien, est-ce que tu sais les faire, est-ce que tu sais pas le faire? Et en plus, comme je suis une femme, il faut que je sois un bon parti. Donc en situation de handicap et une femme, tu as intérêt à vraiment montrer que tu peux être envisageable. Donc il y a ce truc, et des fois je me dis, oh là là. Et c'est pour ça que je parle plus. Je parle plus, laissez-moi tranquille. En veille, on passera. Enfin, dernière question, qu'est-ce que tu penses de la représentation des personnes en situation de handicap? Alors, au niveau de la représentation des personnes en situation de handicap, je dirais que déjà, ce qui est assez bizarre, mais en même temps, c'est sociétal et je le vois depuis que je suis petite, c'est qu'il y en a très peu, en fait. Très peu, et c'est très... allez, il y a un marronnier, c'est le Téléthon en France, c'est le Cap 48 en Belgique, c'est vraiment le rendez-vous de l'année. Tu as une campagne qui va en amont pour aller vers la soirée de récolte de dons. Mais le reste de l'année, en fait, on en parle très peu. Pourtant, en fait, c'est quand même environ 17 à 20% de la population, en fait. Et donc, c'est assez bizarre de se dire qu'on voit qu'une fois par an, c'est 17 à 20% de la population. Et donc, ça, je trouve que c'est assez rude. Parce que personnellement, tu te dis, mais en fait, je suis chez qui, comment, pourquoi je suis là, en fait, vu qu'en fait, on prend pas la peine de juste nous voir, nous raconter, nous donner la possibilité, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a, plus jeune, pas mal euh, fait de la peine et a poussé aussi à être fort dans des métiers d'image. C'est pour ça que moi, j'ai fait des études en stylisme et couture. Et je voulais être un peu la styliste en situation de handicap qui révolutionne l'image, les représentations, etc., etc. Après, j'ai un peu changé de point de vue puisque la mode en elle-même, j'ai changé d'idée au niveau... je suis plus slow fashion, je questionne tout ça. Il y a aussi dans le narratif ce côté très blanc ou noir, très manichéen et polarisé il faut être inspirante ou inspirant avec ce qu'on voit souvent avec les sportifs paralympiques où du coup à chaque fois qu'il y a des Jeux paralympiques, etc., là on les voit, on se rend compte qu'ils existent. Et en fait, ils existent tout le reste de l'année. Et ils ont aussi besoin d'équipement, ils ont besoin de financement, etc. Et c'est très peu financé par rapport aux Jeux olympiques. Et donc, je trouve que ouais, ça crée ce truc de témoin, on revient à ce truc du fardeau, en fait. Tu dois toujours un peu
te surdépasser. Et c'est aussi ça qu'on aime dans les sportifs paralympiques. Ils ont dépassé leurs conditions, leur assignation, ce qui leur manquait. Ils sont allés plus loin que ça. Et oui, c'est incroyable ce qu'ils font. Je trouve, moi, personnellement, je les suis, j'en suis quelques-uns et ils m'impressionnent. Mais ils ne m'impressionnent pas parce que, vu leurs conditions, ils l'ont dépassé. Moi, ils m'impressionnent parce que techniquement, je trouve que c'est épatant de voir leur, euh, leur, leur manière d'être quand ils sont en compétition et même en dehors des compétitions, tout ce qui est entraînement, tout ce qu'ils font pour pouvoir promouvoir aussi leur sport qui est souvent inconnu. Et c'est ça que moi qui me fait les suivre. Et alors que quand tu es dans l'inspiration porn, ben, en fait, tu es pas là pour la personne, tu es là parce qu'elle t'inspire. Mais le reste, les coulisses, les backstage, etc., c'est pas forcément ce qui t'intéresse plus que ça. Parce qu'en fait, tu es souvent là pour la suivre en disant ah, il a fait ça malgré sa condition, malgré son handicap. Et donc, moi aussi, je peux faire ça. Moi, je suis quand même mieux loti. Donc, je le suis et je me dis ah, je peux le faire. Tu vois, c'est plus des coachs, en fait. C'est plus que des personnes qui existent par elles-mêmes et qui sont intéressantes par elles-mêmes. Ou alors, tu as l'autre pendant où c'est le côté misérabilisme, où en fait, sans la personne valide, on n'existe pas, sans les institutions, on n'existe pas, sans la charité, sans euh, la, la solidarité, les dons, les aides, etc. Et que toute notre existence dépendent en fait de tout ce que les gens nous donnent et nous, tout seuls, on n'est personne, on n'est rien, on ne sait rien faire. Et donc c'est assez difficile d'avoir ces deux options, alors que je trouve, et ça c'est important que je le dise pour conclure, c'est que la communauté, les existences, les corps des personnes en situation de handicap, en fait, c'est un monde. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup d'autonomie ou moins d'autonomie. C'est vraiment hyper dommage de réduire, justement, parce qu'on nous voit une seule fois par an, et c'est pour ça que j'aimerais bien, ouais, par mon travail, par le biais aussi de la collective Frida, c'est une collective entre femmes racisées et sexisées en situation de handicap qui a été créée il y a plus d'un an avec Shahine et Seda qui l'ont créée. C'est féministe, radicalement inclusive et définitivement anti-validiste. Et on aimerait montrer en fait cette pluralité. Et je trouve que c'est vraiment super important de dire que en fait le monde du handicap c'est un monde en fait et c'est hyper pluriel et on n'a pas les mêmes besoins, les mêmes autonomies, la même existence et les mêmes envies et en fait on existe au-delà aussi de nos spécificités physiques quoi. Donc voilà. Bah, merci beaucoup d'avoir Super répondu à mes c'était questions. une conclusion ça. Oui, tout à fait.